Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui, c'est Flavie Prévost, directrice commerciale chez Sixt. Hello Flavie, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui avec Flavie, on va discuter de gestion de réseau de points de vente. Mais avant ça, Flavie, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Sixt? Ouais, très bien. Écoute, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Senior Director Sales chez Sixt France. Sixt, c'est un réseau de mobilité. Donc, c'est allocation de voitures, mobility as a service, etc. Du coup, ça fait 12 ans, quelque chose comme ça, que je suis directrice commerciale et membre de comité de direction dans des grands groupes français ou internationaux. Aujourd'hui, donc, ce que je disais, c'est qu'on va parler de gestion de réseau de points de vente, mais quels sont les 3 points justement à retenir sur l'épisode? Alors, moi, ce que je te propose par rapport à ce que j'ai vu d'intéressant dans ma carrière, c'est quel est l'intérêt pour une marque de se développer en réseau et de développer ses ventes dans un réseau, mais aussi l'intérêt et les difficultés, on va dire. Deuxième point, c'est le commercial. Pour moi, ça commence par l'interne. Donc, comment on fait pour vendre et convaincre ses clients internes. Et puis, troisième point, le commercial, ça commence aussi par soi. Donc, comment être meilleur pour mieux se vendre. Ce que je te propose, on va commencer avec le premier point, du coup, donc c'est comment se développer grâce à la vente en réseau. Déjà, qu'est-ce que c'est la vente en réseau? Et je te demande cette question juste pour préciser un peu si ce que tu entends par là, c'est quoi? C'est réseau, franchise ou c'est quelque chose de différent? En fait, ça servira un peu tout. Je ne sais pas si vous nous écoutez. Soit vous êtes un entrepreneur et vous avez envie de développer votre concept et vous voulez le développer vite, parce que c'est bien d'être sur une niche, mais bon, pour se développer, il faut vendre partout dans le monde, partout dans les régions. Donc, par exemple, se créer un réseau de revendeurs, ça peut être utile. Ouvrir des boutiques, ça peut être utile. Développer son réseau en franchise, ça peut être utile. Et pour tout ça, en fait, ça s'appelle la vente en réseau. Donc, il faut manager son réseau. Il faut organiser la vente sur tout un territoire avec plusieurs points de vente. Et ça, c'est ma spécialité, c'est vrai, depuis quelques années. Du coup, par exemple, tu gères combien de points de vente? Alors là, on est sur Sixt sur environ 200 points de vente. Voilà. Avant, en tant que manager des opérations régionales, j'en manageais entre 20 et 30 sur une région. L'avantage en fait de ça, c'est que c'est un effet réseau aussi pour ta marque, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte, là moi Sixt, je parle de mobilité, donc c'est sûr que pour attirer des clients, c'est plus intéressant de savoir que je vais pouvoir louer chez Sixt à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Munich, aux États-Unis. Ça renforce énormément notre marque parce qu'on est partout, on a des voitures partout, etc. Mais si vous êtes Airbnb par exemple, l'énorme valeur de la marque Airbnb, c'est son effet réseau. Parce qu'aujourd'hui, ce serait facile de créer un autre Airbnb, mais qui va le faire? Parce qu'en fait, ils ont un tel réseau de lieux que c'est quasiment impossible de les concurrencer. Donc, développer un réseau, c'est très fatigant, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de technique, mais c'est énorme en fait en développement de valeur derrière et en avantage concurrentiel. Donc, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un petit peu mes galères ou mes conseils en la matière. Ouais, ça serait super justement pour voir un peu les galères que tu as eues, justement les conseils que tu as par rapport à ça. Alors moi, je vais vous parler du développement commercial du réseau, bien sûr. Dans un réseau, il y a toutes les opérations, etc. J'ai travaillé aussi là-dedans, mais ce qui va plus intéresser ton public, c'est plutôt le commercial. Je pense que déjà, ce qu'il faut, c'est avoir, si possible, un référentiel très précis de ce que tu attends. Quand c'est toi qui fais la vente tout seul, c'est facile. Mais si demain, tu as 20 commerciaux, si demain, tu as 100 boutiques ou 200 revendeurs indirects, genre des freelances, des prestataires, des franchisés, tout de suite, ça ne va pas être si clair que ça, comment ils abordent les clients, qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les attentes. Donc, la première étape, ça va être un petit peu scolaire, mais il va falloir, je te conseille, écrire ton playbook de sales. Et puis, voilà, poser noir sur blanc exactement précisément ce que tu comptes faire vivre comme expérience à tes clients, quelles vont être les méthodes de vente, les méthodes de découverte, les méthodes de vente additionnelles, tout ça. Donc, c'est beaucoup de littérature. Mais une fois que tu as posé ça sur le papier, déjà, tu sais plus ce que tu vas leur demander de faire. Derrière, tu vas pouvoir mettre en place des formations et tu vas pouvoir mettre un suivi derrière avec des KPI adaptés.
Donc ça, ce serait mon premier conseil. Vous me contactez d'ailleurs si vous avez besoin qu'on en discute plus sur LinkedIn ou autre, parce que je rentre pas trop dans le détail pour pas trop vous assommer dès le début. Après, eu égard à plein de galères que j'ai connues, voilà, systématiser, formaliser depuis le siège, c'est assez facile en fait, dire ce qu'on veut, l'idéal. Mais le monde du réseau, c'est pas le monde de l'idéal, c'est le monde de la vraie vie. C'est-à-dire, il y a des magasins, il y a des vitrines, des clients, il y a des galères, il y a des trucs qui sont pas ouverts, des gens qui sont absents, etc. Du coup, je conseille vraiment de pratiquer souvent la visite terrain. Quand je dis souvent, on ne peut pas y aller quand on est chef d'entreprise tous les jours, voir ses boutiques de revendeurs. Mais je conseillerais de pratiquer le principe un peu, tu vois, comme les scientifiques dans la calotte glaciaire, de carottage. C'est-à-dire qu'il faut être malin, il faut aller de temps en temps à un instant précis, je ne sais pas moi, au moment des soldes, au moment du lancement produit, quand tu passes dans telle ville, tu vas visiter la boutique et tu poses des petites questions candides, pas pour mettre les gens en difficulté, mais juste pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du truc, comment ça se passe pour eux, etc. Et ce feedback terrain, il est juste méga précieux. C'est là que tu vas voir tous les problèmes aussi d'implémentation et que du coup, quand tu reviens au siège, tu reviens avec dans ta besace plein de trucs utiles à faire, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, tes magasins, ils sont pas bien implémentés, la méthode, elle est pas maîtrisée et tu mets en place des dispositifs correctifs de coaching, d'accompagnement et de formation sur le terrain. Voilà. Ce que j'allais dire par rapport à ça, parce que quand tu gères une équipe de 5 personnes, c'est facile justement, tu fais un changement de ton process ou tu fais un changement dans la façon de vendre, c'est facile à vérifier tout ça, mais quand tu as 200 points de vente, j'imagine que c'est là où ça commence à se complexifier parce que toi, tu vas faire ton playbook, mais qu'est-ce qui te dit que demain, même si tu fais la formation, que tous tes points de vente, ils vont bien appliquer tout ça, donc... Et alors ça, c'est peut-être mon troisième conseil, si je devais résumer, même si c'est pas facile de résumer ça en trois tips, mais bon, voilà. Évidemment, tu peux pas faire ça tout seul. Et puis surtout, tu dois être très vigilant à un truc, c'est que la conduite du changement dans un réseau, par exemple chez Sixt, on est 600 personnes à travailler pour ce réseau, à vendre dans ce réseau, qu'on soit commerciaux, commerçants, directeurs d'agence, responsables régionaux, etc. Quand tu manœuvres un truc comme ça, c'est comme un paquebot, c'est pas comme un petit canoë, tu vois. Donc quand tu mets un coup de barre à gauche ou à droite, ça prend du temps avant de tourner, il y a l'air du bateau. Donc il faut l'anticiper dans ton truc. Du coup, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas changer tous les 36 ans, parce que c'est impossible. Donc peut-être déjà un quarter, un trimestre, c'est déjà assez court en fait comme période pour mobiliser 600 personnes. Il faut anticiper la bande passante des gens, tu vois, leur capacité à absorber le changement, parce que tu peux pas tous les jours communiquer des trucs différents à 600 personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut que tu te fasses une priorisation de la mort. Et après, je dirais avoir vraiment un collectif, et peut-être on en parlera dans le deuxième point, parce que pour moi, ça commence par là, c'est convaincre un collectif autour de toi qui va t'aider à mobiliser ce réseau. Parce que le réseau, c'est quoi finalement? C'est pouvoir communiquer, échanger avec un maximum de personnes, un maximum de fois dans le mois, avoir des rendez-vous réguliers, les appeler, faire des visios, des lives, des machins, pour les garder toujours dans ton scope et qu'ils soient au courant de la stratégie et qu'aussi te fassent des remontées d'informations, que tu puisses voir que c'est bien d'implémenter. Et juste avant de parler du deuxième point, je vais juste revenir. Est-ce que tu peux donner par exemple un exemple de ce que tu as mis en place il n'y a pas longtemps, un changement, je sais pas, dans un process ou autre chose, que tu as mis en place avec tes 600 personnes et nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors ouais, j'en ai plein, vu que moi c'est mon quotidien. Alors déjà, je suis pas toute seule, j'ai une équipe aussi. Après, ça dépend de la taille de ta marque ou de ta structure, mais au bout d'un moment, il y a un passage d'échelle qui fait que tu peux pas faire les trucs tout seul pour 600. Donc nous, on est une petite dizaine. Donc chacun est basé dans une région et moi, je suis au niveau siège. Du coup, ça c'est bien aussi parce qu'ils sont plus proches des régions, ils peuvent aller voir sur le terrain. Un exemple qu'on a fait, comme sans doute pas mal d'entreprises, sur la partie B2B, on a complètement revu nos scripts et nos façons de vendre du B2B pour Sixt dans un contexte de Covid. Parce qu'évidemment, la plupart des entreprises avaient des travel limitations, etc. Donc on a changé de cible, on s'est plutôt priorisé sur les PME. On a changé d'argumentaire, on était moins dans le nice, les belles voitures, les machins, c'est sympa de voyager, mais un peu plus dans... Il faut avoir de la continuité économique. C'est bien pour vous, les entreprises, comme ça, vous êtes flexibles, vous engagez pas des sommes folles dans l'achat de véhicules quand le futur est incertain. Tu vois, on a dû changer tout ça. Et ça, par exemple, on a fait une formation sur une centaine de commerciaux partout en France,
en visioconférence avec un dispositif spécial, un peu bootcamp. On a accompagné ça d'un outil de coaching visio, donc où tout le monde venait s'enregistrer et tu sais, tu peux faire des débriefings asynchrones après derrière pour voir si c'était bien ou pas, d'un concours de pitch, de la distribution d'un playbook actualisé, physiquement remis en agence par chaque coach et d'un dispositif de coaching réel physique en situation où mes coachs se déplacent en agence pour vérifier que c'est maîtrisé. Donc tu vois, il y a au moins 5 ou 6 volets dans ce truc de formation et ça embarque un peu du digital mais aussi du physique et tout ça, ça a pris, c'est pas encore fini, disons que ça va prendre à peu près 5 mois quand même. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant pour toi comme exemple ou... Ah non, si, c'est super intéressant justement, c'est de voir justement comment tu mets ça en pratique. Parce que moi, justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est les exemples, de voir un peu. Parce que ce que tu entends souvent, c'est il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toi, comment tu l'as mis en pratique. Et j'imagine, comme tu disais, tu n'es pas tout seul. Parce que pour gérer 600 personnes, c'est pas. Enfin, tu peux pas faire ça toute seule. Et voilà, ça c'est un exemple vraiment récent et que tu es en train de mettre en place, donc pour montrer la complexité justement de mettre ça en place. Et comme je parlais de bande passante, pardon de te couper, mais la difficulté du réseau, souvent, c'est que c'est des gens qui ne font pas que comme métier commercial. Ils ont d'autres choses à faire. Ils doivent ouvrir des magasins, garer des voitures, gérer des stocks, je sais pas moi. Et donc, en fait, toi, t'es qu'une infime partie de leur travail. Donc, si tu commences à bourriner en disant, il faut faire ci, ça, en gros, tu peux pas avoir une checklist aussi intense qu'un business développeur dont c'est vraiment 100% du job. Donc tu dois bien choisir tes combats et c'est aussi pour ça que faire tourner le paquebot, ça peut prendre un peu plus de temps et peut-être qu'il y a des startups qui vont m'écouter, qui vont dire « Ouah, elle est folle, 5 mois pour adapter son pitch au Covid, c'est beaucoup trop long ». Mais quand tu considères que c'est pas l'essentiel de leur activité et que tu es dans un très grand groupe international, ça peut être un rythme plutôt sympa pour s'adapter. Le tout, de toute façon, c'est d'aller plus vite que ses concurrents. Oui, c'est ça. Et de toute façon, comme tu disais, tu parles aussi, il peut y avoir une résistance au changement, parce que comme tu disais, ça prend 5 mois, mais si tu faisais ça en une semaine, je pense que tu aurais beaucoup plus de résistance que si tu t'étalais ça sur plusieurs semaines. Et puis, de toute façon, j'invite les gens à être quand même plus précautionneux sur les délais, non pas de mise en œuvre, mais surtout de vérification. Parce que derrière, aller voir sur place comment c'est fait en clientèle, les gens, ils changent pas d'un point A à un point B sans résistance, hein, ça tu l'as dit. Donc, je crois qu'il faut prendre beaucoup de temps derrière pour faire des vagues de coaching successifs et vérifier sur place que c'est bien implémenté. Ça marche. On va passer au point 2. Donc, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce que ça. Quand tu vends, ça commence surtout en interne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, moi, je vais te faire rire. En fait, moi, j'ai appris la vente pas du tout de façon classique. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé d'abord dans des institutions publiques, au musée du Louvre et ensuite à la Poste. Alors pour les francophones, les Français qui nous écoutent, ça doit vous paraître ouf. Mais en fait, c'est là que j'ai appris la vente parce que vendre, c'est conduire le changement. Donc qu'est-ce que j'ai fait au musée du Louvre? Je devais implémenter des boutiques et des restaurants pour amener de l'argent au musée. Donc pour ça, il fallait que je convainque comment ça s'appelle les conservateurs et tout, que c'était bien d'avoir un Starbucks au musée du Louvre, par exemple, ce qui n'est pas évident. À la Poste, j'ai dû d'abord convaincre, par exemple, les syndicats du bien fondé de telle et telle action, avant de pouvoir convaincre mes employés, qui, au final, après, arrivaient à convaincre les clients. Donc, si tu veux, j'ai vraiment compris que vendre, c'était utile dans tous les compartiments de la vie. Et surtout, j'ai compris que des fois, une politique commerciale, elle peut échouer parce que les gens dans l'entreprise ne sont pas on board. Et peut-être que tu l'as vécu. Vendre, c'est bien, mais derrière, il faut que le service il soit bien géré. Donc, si les gens ne sont pas d'accord avec les vendeurs, si les commerciaux ont éternellement la mauvaise image de on fait du pognon et après on s'en fout comment ça se passe derrière le service, c'est pas bon. Donc moi, je concerne vraiment, et c'est un bon entraînement à la vente d'ailleurs, d'essayer de repérer toutes les parties prenantes. Pour moi, chez Sixt ou dans plein de boîtes, il y a plein de parties prenantes. Le DRH qui va recruter les gens, est-ce qu'ils sont commerçants ou pas comme profil? Je sais pas, ça peut être les directeurs produits, les directeurs marketing et tout ça. Et essayer de se les mettre dans la poche ou en tout cas de faire équipe avec eux, de trouver des objectifs communs. Ou convaincre un comité de direction aussi, par exemple, qu'il faut investir dans des nouveaux postes de commerciaux, dans des outils pour la prospection
C'est pas facile de convaincre un DG si vous croyez qu'il vous fait un chèque comme ça cadeau gratos. Quand tu es directeur commercial, ton premier client, c'est que tu vas vendre un objectif commercial et en contrepartie, tu vas essayer d'obtenir un certain budget pour l'atteindre. Mais attention, ça va être assez sérieux en termes de pratique des objections et ça peut t'entraîner pour tes clients derrière. Et je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que ça, c'est un truc que je voyais pas. En fait, moi, mon premier rôle de manager, c'était dans mon ancienne boîte. Je suis passé SDR manager. Et c'était pas forcément un truc sur lequel j'avais conscience de ça, en fait, avant de rentrer dans le job. C'est que, oui, ok, tu passes manager, tu gères une équipe, mais ton travail de vente, en fait, c'est pas fini. C'est même si tu gères des personnes, ton travail de vendeur, bah, il continue parce que justement, comme ce que tu disais, tu dois convaincre les autres équipes et travailler avec eux justement bah, pour continuer à avancer. Et là aujourd'hui chez Chili Piper, justement, c'est un truc que je parle beaucoup en interne parce que aujourd'hui, je suis repassé sur un poste de SDR, donc je ne suis plus manager. Mais je sais que, un manager ici à Chili Piper, ça travaille avec toutes les équipes qui travaillent avec les SDR et tu dois vendre justement l'équipe SDR à toutes les équipes et travailler comme tu disais, en fait, c'est travailler main dans la main avec les autres équipes. Et d'ailleurs, j'oublie une partie prenante hyper importante, c'est tes commerciaux. Parce que moi, toute la journée, je vends les produits Sixt à tout le personnel Sixt, que ce soit les premiers ambassadeurs. Attends, il faut être hyper convaincu par ton produit, quoi. Tu vois, en plus, à l'ère aujourd'hui de la recommandation des réseaux sociaux, etc., il faut que chacun sache exprimer avec sa propre affinité ce qu'il aime dans les produits. Ça suffit plus les pubs. Il faut incarner la marque et tout. Et du coup, vendre en tant que manager tes produits et tes services à tes équipes, c'est hyper important. Et du coup, le deuxième point, et je reviens un peu à l'animation de réseau dont on parlait précédemment, qui dit vendre, c'est aussi, il faut que ton client, donc même s'il est interne, il se dise qu'il a quelque chose à y gagner. D'accord ? En gros, il faut qu'il achète. Donc, c'est le fameux « What's in it for me ?» Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ? Du coup, moi, à chaque fois que je présente un truc en interne ou en externe, je me pose toujours la question. Et tu vois, dans l'animation de réseau, il y a des personnes très différentes. Il y a peut-être les gens qui vont achalander les gondoles, il y a les gens qui vont vendre, il y a les directeurs de région. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, à chaque fois, je me dis, quel est l'intérêt pour lui, pour elle, pour lui, pour eux ? Et en fait, si j'arrive à résumer tout ça dans un temps commercial où chacun pourra y trouver chaussure à son pied, là, je sais que c'est gagné, que je vais mettre un maximum de personnes dans le bateau avec moi. Et est-ce que tu as un exemple justement de, par exemple, pour tes directeurs régionaux, comment tu fais ? Par exemple, là, quand tu dis What's in it for me, donc qu'est-ce que ça va leur donner à eux ? Justement, tu peux donner un exemple ? Ouais, alors j'ai plein d'exemples. En gros, je sais pas, par exemple, il y a des fois où ça peut apporter des inconvénients. Par exemple, développer les ventes dans un réseau, c'est chouette, ça va rapporter des euros supplémentaires, mais ça va demander du travail au manager en fait. Il va falloir qu'ils fassent des briefings, du reporting, du coaching de leurs équipes et tout. Tu vois, donc en fait, je fais la somme des plus et des moins et j'essaye de faire en sorte que ça leur rapporte. Alors comment ça peut leur rapporter ? Par exemple, en mettant en place un mécanisme de rémunération spéciale pensé pour l'occasion pour eux aussi, même si c'est pas des vendeurs de première ligne. Ils ont un effort de management à faire. Du coup, je me pose la question, est-ce que le gain va dépasser l'effort ? Tu vois, en gros, il faut toujours que les gens se disent « j'ai plus d'intérêt à bouger qu'à pas bouger ». L'inertie, c'est un peu le problème que tu peux avoir dans toute action. Ouais, et après, dans le What's in it for me aussi, je vais prendre un dernier exemple qui, moi, j'aime bien, c'est que tu peux transformer les gens en ambassadeurs de ta marque. Donc, par exemple, nous, on s'est dit chez Sixt, on a des commerciaux, c'est leur métier de vendre Sixt. Mais bon, c'est facile, mais on les voit venir aussi, tu vois, tu as un commercial qui t'appelle et tout, il y a un peu de défiance aussi vis-à-vis des commerciaux. Donc nous, on s'est dit, on va permettre à toutes les personnes chez Sixt qui ont envie d'être ambassadeurs, de l'être dans leur sphère professionnelle directe. Et par exemple, on va avoir le DRH qui participe à un réseau de DRH et qui représente Sixt. Donc mine de rien, il est prescripteur auprès des autres DRH et pour nous, c'est intéressant pour les voitures de fonction, pour plein de choses, pour faire le déplacement des collaborateurs. L'assistante de notre PDG, elle est dans un club aussi des assistantes et du coup, c'est important aussi parce que c'est des personnes clés dans la réservation des voyages, d'affaires et tout ça. Et donc, si tu veux, en laissant un peu de liberté, chacun peut décider de où il va investir son temps, que ce soit son club de volley ou son réseau d'entrepreneurs locaux.
et être ambassadeur. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi le What's in it for me. Quelque part, qu'est-ce qu'ils en retirent? Du statut, du confort, du réseau, du machin, c'est pour eux aussi. Mais en contrepartie, ils diffusent notre marque et notre image et c'est très sympa. Par rapport à ça, le fait d'être ambassadeur, est-ce que vous avez mis un programme en place par rapport à ça ou vous avez parlé que vous laissez en fait du temps aux personnes pour pouvoir s'investir dans des projets en plus? C'est un peu des deux, c'est pas aussi bien structuré que ça, mais voilà, déjà il y a l'esprit d'initiative qui est quand même très très développé. On laisse du temps officiel aux gens s'ils ont envie de s'investir, par exemple, dans des causes humanitaires, ce genre de choses. Nous, commercialement, on le pousse, c'est-à-dire qu'on demande à chaque personne, idéalement, sans contrainte, hein, mais si tu te sens OK de faire partie d'un réseau professionnel qui te plaise, et on n'oblige pas le réseau. Moi, par exemple, je suis animatrice du club Growth Neoma, c'est parce que c'est mes alumni, et c'est vrai que j'anime des trucs tous les mois, et c'est super, ça me plaît, voilà. On a fait aussi ça avec des équipes sur le terrain, des équipes des agences, et on les a formés spécialement pour qu'ils aient plus d'informations que les autres. Ils ont été formés, je crois, à Instagram, ils ont été formés, tu vois, aux réseaux sociaux aussi pour se sentir à l'aise. En gros, ce qui est bien aussi quand tu es ambassadeur, c'est quand tu récupères quelque chose en retour aussi. C'est pas financier, par contre, on le valorise pas financièrement, c'est juste en termes de connaissances. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est comment ça s'appelle, user generated content. C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de marques qui utilisent leurs clients ou leurs collaborateurs pour présenter des choses. Et ça, c'est la prochaine étape, je pense. On fait pas mal de choses avec nos clients aussi. On les invite à des webinars, à des tables rondes. On a des réseaux mélangés avec nos clients et puis d'autres personnes dans le milieu de la mobilité. Et ça, je pense que c'est un super truc à se noter aussi pour plus tard, parce que quand tu impliques tes clients et tes collaborateurs dans ton équipe, enfin, je veux dire, c'est gagné. Tu les transformes en fans quasi obligatoirement. Et en tout cas, tu es sûr de faire moins de bêtises parce qu'ils te donnent du feedback intéressant au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est un truc qui se fait de plus en plus justement. Aujourd'hui, moi, je t'avoue que je suis beaucoup plus de marques en B2B que des marques en B2C. Mais en marque en B2B, je vois les marques aujourd'hui qui fonctionnent beaucoup. Surtout, enfin, je vais prendre des exemples aux États-Unis et c'est un exemple que j'ai déjà donné sur d'autres épisodes. Gong, je ne sais pas si tu les suis sur LinkedIn, mais Gong pour moi c'est vraiment un exemple d'une marque, d'une entreprise qui a vraiment tout compris comment ça fonctionne aujourd'hui, le marketing. Et en soi, là j'ai fait un webinaire justement avec eux il y a 2 semaines, où en fait ils parlaient de la culture qu'il y a autour de que tout le monde participe en fait à la promotion de la marque. C'est pas juste Gong, l'équipe marketing qui travaille sur la marque, mais tu as aussi beaucoup d'employés. Je sais pas, sur les 500 ils ont peut-être 100 personnes qui postent tous les jours sur LinkedIn. Et pour une marque, c'est justement comme ce que tu disais, c'est vous, chez Sixt, vous poussez à ça, mais pour une marque, c'est ce qui marche le mieux parce que bien sûr, mais c'est... Pardon de te couper, mais en même temps, c'est risqué parce que tu vois, la marque, elle veut toujours posséder, contrôler. Et l'effet réseau, c'est ça, c'est tu démultiplies ta force, mais tu amenuises ton pouvoir de contrôle. Donc, est-ce que tu es prêt à accepter de perdre un peu le contrôle, sous certaines proportions, pour que ça soit sympa? Nous, c'est ce qu'on a fait, hein, pareil, avec le confinement et tout. On a lâché les chevaux sur la formation LinkedIn de nos équipes, terrain, pour qu'ils puissent s'exprimer dans toute leur splendeur, quoi, que ça soit sympa et tout, et on continue. Et du coup, on voit que ça parle de plus en plus de la marque de façon de plus en plus sympathique, et ça, moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir le continuer à l'avenir aussi. Je crois qu'il y a une autre marque dont j'ai entendu parler sur Clubhouse, la marque Feed. J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi énormément de followers et tout ça. Alors eux, c'est du B2C, c'est de la vente de compléments alimentaires, je crois. Et en fait, pareil, ils ont mis tous leurs exécutifs, tous leurs employés et tout en tant que brand ambassadeur, et ils ont du temps autorisé, peut-être même obligé, j'en sais rien, mais pour faire des rooms sur Clubhouse pour parler de la santé, de je sais pas quoi. Pourquoi pas, hein? Ouais, parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, ce qui se passe avec les marques, le souci que tu as, c'est que quand c'est la marque qui parle, justement, tu as toujours l'impression, peut-être qu'ils vont essayer de te vendre quelque chose, même si c'est pas vrai au final. Alors que quand c'est une personne, bien sûr, la personne, faut pas qu'elle communique en vendant le produit parce que sinon, t'arrêteras de suivre la personne. Mais le truc, c'est que c'est cette façon authentique où justement tu peux communiquer et
pas forcément sur la marque, et c'est ce que font généralement les marques où ils ont leurs employés qui parlent en général, ils ne parlent pas forcément de la boîte pour laquelle ils travaillent, mais comme ils donnent leur avis sur certains sujets, comme tu disais, Phil, là, par exemple, qui parle de la santé, au final, les gens ils vont s'intéresser à ces personnes-là, ils vont aller regarder leur profil, ils vont voir, ah, cette personne travaille pour Phil, qu'est-ce que c'est Phil? Ils vont aller regarder Phil du coup. Et comme ils n'ont pas été vendus dès le début, en fait, l'image de marque, elle va être mieux impactée au final que d'avoir que des gens qui parlent de la marque pour vendre le produit. Peut-être ça m'amène au dernier point, mais quand moi je disais vendre, ça commence par savoir bien se vendre. Et je vais peut-être te dire un truc un peu contre-intuitif, parce que si tu vas sur mon feed LinkedIn, pardon, tu verras pas trop de Sixt. Enfin, en gros, je fais pas du forward de pub Sixt. Pourquoi? Je vais t'expliquer après ma stratégie, mais chacun son truc. Moi, je m'exprime dans ce que je suis comme personne, dans ce que j'aime faire dans mon métier de directrice commerciale, dans mon envie d'aider les dirigeants dans leur vie overbookée, etc. Et du coup, tout ça, c'est aligné avec ce que je fais chez Sixt, en fait. J'ai même pas besoin de pousser des pubs Sixt, parce que derrière, les gens savent que si ils ont besoin de moi pour être plus libres dans leur mobilité, ils font appel à moi, en fait, tu vois. Et donc, les conseils que j'ai envie de donner, c'est surtout à l'heure des réseaux sociaux où finalement chaque commercial est un peu la vitrine virtuelle de sa marque. Les gars, il faut bosser votre profil de personal branding et vraiment personnel. C'est pas que un publi communiqué. Alors moi, je propose plusieurs conseils. Déjà, si tu peux, toi tu le fais très très bien et j'adore ta newsletter d'ailleurs pour ça, entre autres. Développer à fond son autorité et son expertise. Ça, c'est Cialdini, influence et manipulation. C'est un des principes d'influence très fort. Évidemment, si tu connais rien à ton secteur, que tu es un gros naze, personne va te suivre et va te faire confiance. Donc, l'histoire de la confiance, elle est essentielle. Donc, est-ce que c'est que tu passes des certifications techniques? Est-ce que tu écris des articles de fond sur ton marché? Voilà. Mais je pense que là, faire autorité, c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Ça peut te faire la différence entre deux commerciaux. Après, la deuxième tendance que je vois quand même intense, c'est soigner l'expression et particulièrement orale. Dans un premier temps, il n'y avait que l'expression écrite, donc les fautes d'orthographe, au revoir. Mais là, je trouve que l'oralité se développe énormément entre les podcasts, Clubhouse, les lives. Donc, si tu n'as jamais fait un live de ta vie et qu'en webinar, tu es nul, en visioconférence, tu es affligeant, ça va être très, très dur de vendre. Donc, moi, je me suis entraînée en petit comité au début. J'avais peur, comme tout le monde. Je suis sur Instagram, j'ai fait des lives. Tu vois, c'était pas sur Sixt, quoi. Mais voilà, pour me détendre. Et je trouve que ça vient vite. Voilà. Mais je pense qu'il faut soigner aussi cette forme, l'expression et tout, parce que c'est ça aussi, ça va inspirer confiance. Ça va développer ta visibilité. Et dans la forme, il y a aussi des tendances de fond. Quand tu vois bien que les gens, ils designent de plus en plus et de mieux en mieux leurs messages. Il y a des images, il y a des infographies, c'est beau, c'est propre. Ça donne envie de lire. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas cet effort-là, par exemple de résumer un article de 2000 mots d'anglais de HubSpot avec une jolie infographie aux couleurs de sa marque, je pense qu'il rate quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu fais aussi, je vois plein d'efforts sur ce domaine. Sur la partie design, tu veux dire ou Oui, design, live, podcast. Alors, pour moi, justement, je pense que c'était pas forcément quelque chose que je me rendais compte avant, mais comme ce que tu disais, soigner l'expression orale, c'est quelque chose sur lequel moi je travaille. Et comme tu disais, en tant que commercial, c'est super important parce que, comme tu disais, quand tu parles à un client, faut être confiant en fait de ce que tu dis. Et justement, si tu vois qu'une personne n'a pas confiance en elle quand elle parle, tu as moins de confiance et tu vas pas forcément, t'auras moins de chances d'acheter. Et comme ce que tu disais, faut pratiquer. Et là, avec les podcasts et les lives, je pense que c'est un très bon moyen de parler, soit en public. Bon, même si officiellement, quand tu fais un live, t'es pas en face. Si tu as 100 personnes, tu n'as pas vraiment les 100 personnes en face de toi. Donc, je pense que c'est quelque chose sur lequel moi je me dis, j'ai jamais fait encore de pitch de parler devant 100 personnes en vrai. À chaque fois, ce qui est fait, c'est sur Zoom. Donc, au final, tu t'en rends pas tant compte que ça. Et donc, je trouve que Zoom, comme tu disais, ou un live, c'est très bien pour pratiquer tout ça. Parce que ça te permet de structurer tes idées aussi et parler de façon fluide.
Non, mais voilà, donc je vous encourage tous à passer devant la caméra. Franchement, c'est mon défi. Donc, vas-y, allez-y, n'hésitez pas. Puis taguez-moi, on rigolera bien. On n'a pas tous commencé en étant parfaits, hein. Même moi, mon premier webinar, c'était énorme moment de solitude. Moi, j'ai déjà parlé devant plus de 2000 personnes dans une vraie salle. Mais bizarrement, d'être toute seule derrière mon ordi, sans savoir ce que les gens pensent de moi, ça m'avait perturbée au début. Et après, dernier conseil peut-être pour ceux qui sont timides ou qui se disent « ouais, moi je suis pas un showman et tout », ou junior aussi. On me pose souvent cette question parce qu'on me dit « bah toi Flavie, c'est facile, tu as déjà pas mal de trucs accomplis, du coup on peut faire appel à toi, on t'interviewe parce que… » Moi, une stratégie que je peux employer et que je trouve qui est pas mal et qui d'ailleurs très à l'image des commerciaux, c'est pas de se vendre soi, c'est de vendre les autres. Donc c'est de vendre ses clients potentiels. Et moi, ça a été ma motivation pour créer mon podcast. Moi, mon podcast qui s'appelle Le Board, c'est toutes les semaines une interview de personnes qui nous aident à prendre des meilleures décisions dans le business, dans la carrière, et souvent des dirigeants. Et en fait, tu vois, au début, je suis pas passée derrière mon micro en disant « voilà, c'est Flavie, je vous raconte ma vie et tout ce que je sais bien faire ». Je trouvais ça très désagréable. J'ai plutôt laissé la parole, la tribune et le micro à des gens dont je trouve que le témoignage est absolument indispensable pour les dirigeants. Donc, si tu arrives à bien mettre les autres en lumière en faisant des interviews, en les taguant, en leur posant des questions et tout ça, notamment tes clients cibles, je pense que c'est une super façon de s'entraîner à la fois à développer sa visibilité, mais surtout à être reconnu aussi comme un professionnel du commerce. Et ça, c'est un très bon moyen, ce que tu viens de dire. En fait, ça complète le premier point que tu as dit sur développer son expertise. En fait, pour moi, il y a deux façons en fait, quand tu crées du contenu. Tu as soit tu parles de ton expertise, mais comme tu disais, si tu commences, tu ne peux pas parler de ton expertise parce que justement, tu n'as pas d'expérience, donc comment tu fais pour parler de ça? L'autre solution, c'est justement interviewer des personnes qui, eux, sont des experts et justement, toi, d'une certaine façon, en fait, tu vas te mettre en lumière où tu n'as pas forcément besoin de parler de ton expertise parce que c'est toi qui es en train d'apprendre. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est les deux types de contenus que tu peux construire. Là, aujourd'hui, il y a le podcast que je fais principalement, c'est l'interview, ce qu'on est en train de faire, où j'interviewe des experts. Mais demain, je vais faire des formats où moi, je vais commencer à parler un peu plus de mon expertise, qui est aujourd'hui la prospection, principalement. Et voilà. Et ça va être ma façon, en fait, de parler de mon expertise, mais aussi de parler avec des personnes comme toi, qui ont beaucoup d'années d'expérience et on va dire, tu as plein de choses à apprendre. Oui, de toute façon, il y a de la place pour les deux. Donc, moi, je suis fan des deux types de contenus. Mais voilà, je trouve qu'en tant que commercial, si tu dois commencer par un, c'est peut-être écouter les experts et les faire parler, puisque c'est quand même ça notre métier. Avant de ramener notre science et de parler de notre produit à tout va et saouler les gens, c'est surtout les intéresser. Et peut-être aussi, pour moi, le personal branding aussi, tu sais comment je le résume? Parce qu'on voit aussi des trucs affreux. On voit des gens, et d'ailleurs plein de gens me disent, mais ouais, mais c'est… J'ose pas, c'est m'as-tu vu? C'est vrai, il y a des trucs très pénibles dans le personal branding. Moi, j'ai envie de te dire, si tu es commercial, est-ce qu'un dirigeant, il aimerait aller déjeuner avec toi? Tu vois, en gros, est-ce qu'il te trouve sympa, intéressant, au point de te consacrer 1 heure et demie de déjeuner? Oui, je rêve que les restos réouvrent parce que c'est mon outil de travail numéro 1. Mais tu vois, c'est ça le commercial puissant d'aujourd'hui. C'est pas celui qui va faire une pauvre démo de 20 minutes, un mec qui s'en fout. C'est quelqu'un d'intéressant. Donc voilà, si je peux donner un petit conseil aussi, fais en sorte que ton profil, ton personal branding, il soit plaisant, il soit agréable et qu'en tant que personne, on a envie de passer du temps avec toi. Et de toute façon, c'est ce que j'ai, pour revenir sur ce que tu dis et pour terminer, aujourd'hui en tant que commercial, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un commercial, de toute façon, tu auras toujours un peu des a priori sur la personne parce que tu sais qu'il a des intérêts derrière lui. Donc du coup, si tu vois que c'est une personne qui est vraiment là, qui fait du contenu en interviewant, mais tu sais très bien qu'il le fait de façon vraiment pour apprendre et il n'est pas là pour juste interviewer et vendre son produit, justement cette personne, elle se met dans une autre case. Elle ne va pas être le commercial typique qui est juste là pour vendre. Non, ça va être la personne qui est là pour apprendre sur l'autre personne et être aussi un expert. Parce que le souci que tu as en tant que commercial, généralement, c'est que moi, aujourd'hui, chez Chili Piper, je suis un commercial, je vends des commerciaux, donc c'est très facile pour moi de vendre ce qu'on fait. Mais demain, dans la boîte où j'étais avant, je vendais à des RH et des directeurs de recrutement.
Donc comment je me fais moi pour me mettre en position de je connais leur monde, je ne connais pas leur monde parce que moi j'ai jamais été dans leur position. Donc toi tu arrives en tant que commercial et si tu fais pas d'interview, si tu parles pas avec des RH ou des recrutants en général, bah tu sais pas, enfin en gros tu n'as que la formation de ton produit ou quoi que ce soit pour te dire entre guillemets tu sais ce que c'est la vie d'un RH. Ah non tu sais pas ce que c'est parce que tu l'as jamais vécu. Oui, tout à fait. Voilà. Donc bah Flavie, je te dis merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Et merci pour cet échange. pour être passé sur le podcast et merci pour ton temps. À la prochaine, merci.